Ah, c'est un luxe énorme, hein. Mes collègues justement non pharmaciens, mes collègues directs, ils le disent eux-mêmes qu'ils auraient dû faire pharma, tout simplement. On est d'accord que tu croises pas du tout les patients. Non, jamais. Pour moi, les patients, c'est des numéros. Je connais même pas leur nom. Bienvenue dans Pharmacie la famille, le podcast qui montre aux étudiants en pharmacie que leur diplôme est bien plus grand que ce qu'on leur a dit. Celle que tu viens d'entendre, c'est Noémie. Nous nous sommes rencontrés sur les bancs de la fac à Strasbourg, et aujourd'hui, elle fait un métier diamétralement opposé au mien. Elle travaille dans la recherche clinique à Bâle, en Suisse, sur des médicaments que des milliers de patients prendront peut-être un jour, mais elle ne croisera jamais un seul patient. Je suis Marie, docteur en pharmacie, et dans Pharmacie la famille, j'invite des pharmaciens qui prouvent que notre métier n'a pas de plafond. Installe-toi confortablement, cet épisode va peut-être changer ta carrière. Alors, bienvenue Noémie, bienvenue dans le podcast Pharmacie la famille, le podcast qui montre aux étudiants en pharmacie que leur diplôme est bien plus grand que ce qu'on leur a dit, qui montre les 1000 opportunités qu'on peut avoir avec un diplôme de pharmacien. Noémie, tu es donc docteur en pharmacie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Docteur en pharmacie, diplômée de la faculté de Strasbourg, et tu travailles dans les essais cliniques. Alors, on va avoir pas mal de questions parce que c'est un milieu qui est pas très connu, les essais cliniques. C'est quoi l'intitulé exact de ton poste? Pour moi, déjà, il faut savoir que je travaille en Suisse, donc tout se fait en anglais. Donc j'ai un intitulé de poste en anglais et intitulé exact, pardon, c'est Clinical Trial Scientist. Je pense qu'en français, l'équivalent, ça serait chargé de recherche clinique scientifique. Ok, d'accord, chargé de recherche clinique. Les essais cliniques, en une phrase, on y reviendra, mais en une phrase, comment tu définirais ça? Alors, c'est difficile de résumer ça en une phrase parce que c'est vrai que c'est un domaine avec plein de sous-domaines. Mais on va dire que c'est la dernière étape d'un médicament avant sa mise sur le marché, avant sa commercialisation. Donc c'est vraiment les dernières étapes avant que les patients aient accès à un médicament. Ok, d'accord, bon, ça c'est bien résumé, je trouve. Ouais. Tu t'en sors pas mal. Alors, on va rentrer un petit peu dans le fond du sujet. Ma première question que je pose à chaque fois, c'est pourquoi tu as choisi la pharmacie? Est-ce que c'était une vocation depuis toujours? Est-ce que c'est une vocation qui est née durant tes années de fac? Est-ce que tu es encore aujourd'hui contrainte et forcée d'exercer la pharmacie alors que tu ne veux pas être pharmacien? Non, non, j'ai toujours voulu être pharmacienne. Bon, alors peut-être pas depuis la tendre enfance, hein, mais j'ai très vite compris que je voulais travailler dans la santé. Mais contrairement à plein de personnes, je pense que j'ai aussi vite compris que ce qui m'intéressait dans la santé, c'était plutôt l'innovation. Donc pas forcément le contact direct avec les patients, mais plutôt de travailler voilà, dans la recherche, dans l'innovation. Donc c'est pour ça que j'ai choisi pharmacie, parce qu'il y a plein de métiers euh, auxquels les pharmaciens ont accès après leurs études dans l'industrie. Donc voilà, ce n'était pas du tout un choix par dépit, au contraire, c'était un choix mûri et réfléchi. Ah, trop bien. Et tu avais déjà une visu sur tous les métiers qui existent avec un diplôme de pharmacien ou pour toi le pharmacien c'était vraiment l'officine et basta? Alors c'est vrai que dans l'imaginaire des gens, pharmacien c'est souvent officine. Il y a très peu de visibilité, je pense, sur tous les métiers de l'industrie pharmaceutique. Pourtant il y en a plein, il y en a vraiment vraiment beaucoup. Même pendant la fac, je trouvais qu'on avait très peu de visu sur les métiers d'après. Et que c'est vraiment une fois qu'on arrive dans ce monde qu'on comprend toute l'ampleur, enfin toutes les possibilités et l'éventail que notre diplôme permet d'obtenir. Même si bien sûr dans l'industrie pharmaceutique il n'y a pas que des pharmaciens, c'est quand même une très belle clé pour y entrer. Ouais, et puis là tu parles de l'industrie, mais en fait t'as la santé publique, Ouais, t'as exactement. l'hôpital, t'as tous les Ouais, établissements de l'académie, santé. il y a vraiment plein de possibilités et c'est vrai que même à la fac, hein, c'est très concentré sur l'officine, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Quand tu étais à la fac de pharma, c'est quoi ce que t'aimais le plus? Si maintenant t'as une petite Madeleine de la fac, est-ce qu'il y a un cours en particulier, un prof, quelque chose qui t'a Euh, marqué? je dirais tout ce qui s'orientait plutôt vers justement la clinique, la thérapeutique, ça m'intéressait plus. Je pense qu'on est vraiment beaucoup dans ce cas. Donc c'est vrai que plutôt les matières en quatrième, cinquième année étaient plus intéressantes pour moi que les matières en deuxième année. Mais dans l'ensemble, il n'y a rien qui m'a vraiment, vraiment déplu, mis à part peut-être la physique.
D'accord. Ouais. Ok, la physique. Et est-ce que, puisque tu travailles dans les essais cliniques Mm. aujourd'hui, est-ce que tout ce qui était physiologie t'intéressait particulièrement, Ouais, les expériences qu'on a pu faire sur des rongeurs ou ce genre de choses, ou au contraire, toi, t'es spécialisé maintenant essais cliniques ouais. sur l'homme et... Donc, du coup, moi, c'est vrai que maintenant, je travaille vraiment que en clinique, c'est-à-dire sur l'humain. Je fais pas du tout de préclinique, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'animal, donc vraiment la recherche fondamentale qui intervient avant la recherche sur l'homme, j'en fais plus du tout. Je suis parfois amenée à relire certaines de ces données, parce que bien sûr, c'est pas anodin de passer de l'animal à l'homme et parfois on a besoin de ces données pour les expliquer aussi aux médecins, etc. Mais je pense que c'est vraiment très très rare que je touche encore à la recherche fondamentale. D'accord. Et est-ce que tu aurais ton meilleur souvenir de la fac à nous partager? Que ce soit un TP, que ce soit, enfin, ça peut être un TP qui s'est super bien passé comme un TP qui s'est super mal passé. Les TP, souvent, Hum, c'est plus marquant, mais ça peut être un cours ou un échange avec un prof, même en dehors d'un cours. Alors, pas quelque chose qui m'a marqué en général, mais c'est pas un moment en particulier, mais peut-être plutôt un UE, je dirais. Je sais plus si c'est un UE de troisième ou quatrième année, mais il y a un UE optionnel qui était l'initiation dans la recherche clinique. Initiation aux essais cliniques, je sais plus exactement c'était quoi l'intitulé exact, mais je sais que cette UE m'a vraiment apporté beaucoup de choses pour vraiment comprendre les fondamentaux de la recherche clinique. Et même si je savais déjà plus ou moins que je voulais m'orienter là-dedans, c'est ça qui m'a vraiment permis de comprendre dans quoi j'allais mettre les pieds, quoi. C'était un lieu d'ailleurs en relation avec la fac de médecine. Donc c'était pas la fac de pharma qui l'organisait. Donc je sais pas si cet lieu existe encore, mais c'est vrai que c'est un lieu dont je me souviens encore aujourd'hui. Et vous faisiez quoi dans ces cours-là? C'était quoi C'était des l'initiation? professionnels, ouais, c'était des professionnels de la recherche clinique qui venaient donner des cours. Donc c'était vraiment des gens qui travaillent dans le domaine, qui venaient donner le cours, qui venaient expliquer les fondamentaux de la recherche clinique, comment ça s'organise, comment ça s'articule, quels sont les enjeux, quels sont les différents métiers, les différents acteurs. Et si je me souviens bien, le rendu final de cette UE, c'était de faire un faux protocole de recherche clinique, donc vraiment de l'écrire de A à Z. On était un groupe, hein, on faisait pas ça tout seul, donc c'était des petits groupes et on devait créer un protocole. Et je me souviens que ça m'a vraiment marqué. Je m'en souviens encore aujourd'hui. Ok. C'est sympa d'avoir une mise en situation comme ça dès la Ouais, non, fac. ouais, c'était vraiment bien. Il n'y avait pas énormément de gens de la fac de pharma, je crois, dans cette UE. Il y avait pas mal de gens de la fac de médecine, par contre, mais vraiment, c'était vraiment un chouette UE. C'était bien de Ok. pouvoir vraiment parler avec des gens qui travaillent vraiment dans ce domaine. C'est leur, c'est leur quotidien, quoi. Donc ils savaient de Ok. quoi ils parlaient. Alors je savais déjà plus ou moins que c'est ce qui m'intéressait, mais c'est vrai que c'est vraiment ça qui a confirmé mon souhait. Ok. Trop bien. C'est chouette de savoir dès la fac exactement le tracé qu'on veut avoir pour sa carrière. C'est pas le Ouais, cas de tout le monde. oui, c'est pas le cas de tout le monde et je le comprends tout à fait parce que voilà, maintenant qu'on rentre dans le vrai monde de l'industrie, c'est là aussi qu'on découvre plein de métiers et qu'on se dit ah tiens ça pourrait peut-être m'intéresser aussi, alors que je savais pas que ça existait. Donc ça se Mm. comprend tout à fait que peut y avoir des changements de trajectoire. Ouais. Ok. Bah merci beaucoup pour ces années fac que tu nous as partagées. De rien. On va maintenant parler de ton métier aujourd'hui. Mhm. Ton métier aujourd'hui, est-ce que, alors, il y a sans doute pas de journée type, mais est-ce que tu peux nous décrire par exemple ce que tu fais un lundi matin? Un lundi matin, alors déjà j'arrive au bureau vers 8h30 et je prends un café. Voilà, déjà très important. Non, sérieusement, c'est vrai que vu de l'extérieur, les journées peuvent parfois sembler répétitives, les journées classiques. J'arrive au bureau et après la journée est rythmée par les réunions et les différents emails que tu reçois et de nouveau les réunions. Euh, donc ouais, ça dépend vraiment des jours, les tâches que tu fais. Parfois il y aura des urgences avec des patients desquels il faut répondre tout de suite au médecin. Parfois pas, donc tu peux avancer sur d'autres tâches.
Mais dans l'ensemble, 90% du temps, je suis au bureau derrière mon ordinateur. On est d'accord que tu croises pas du tout les patients. Non, jamais. Pour moi, les patients, c'est des numéros. Je connais même pas leur nom. Donc, Ouais, tout est anonymisé. ouais, Et, tout est anonymisé. Ouais, aucun lien avec eux. En revanche, tu as des liens avec des médecins, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais, Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, peut-être pour expliquer, moi, je travaille avec ce qu'on appelle le sponsor. Donc, vraiment, l'entreprise qui détient le médicament, la molécule, c'est nous qui le développons. Mais dans la recherche clinique, on travaille aussi avec les hôpitaux, parce que c'est eux qui ont les patients, c'est eux qui voient les patients. Et les médecins on les appelle les investigateurs, et c'est eux qui sont responsables de l'étude à leur hôpital. Et du coup, dans ma journée, enfin dans mes tâches de façon générale, dans mon travail, c'est de parler avec ces médecins pour répondre à leurs questions, pour s'assurer que tout se passe bien, qu'ils comprennent bien le protocole, que si jamais il y a un problème, ils aient une personne à qui ils peuvent s'adresser, etc. Ok. Et l'enrôlement des patients, je sais pas si c'est très français comme mot, en anglais ça existe, Ouais, enrôlement des patients. le recrutement, la Le randomisation, recrutement, ouais, c'est ça. ouais. Le recrutement des patients, c'est toi qui fixes les critères et c'est les médecins qui appliquent, c'est ça? Ouais, alors c'est pas moi toute seule, hein, bien sûr, c'est tout un panel en début d'étude où on se met d'accord sur les différents critères d'éligibilité des patients. Et après, c'est effectivement aux médecins sur place qu'ils ont le protocole devant eux, ils connaissent ces différents critères et c'est à eux d'évaluer si les patients, ils ont bien tous les critères pour être recrutés. Après, bien sûr, souvent, ils ont des questions, alors ils peuvent nous demander, est-ce que vous pensez que ce patient, il est vraiment éligible ou est-ce que vous pensez qu'il l'est pas? Est-ce que je devrais le recruter? Est-ce que je devrais pas le recruter? Donc, dans ces moments-là, c'est nous qui intervenons, quoi. Ok, On donne notre avis, du moins. C'est pas nous qui décidons, mais on donne notre avis. d'accord. Alors à ce stade de l'entretien, je pense qu'il va falloir qu'on commence à définir plus précisément ce que sont les essais cliniques, sinon on va perdre Ouais, tout le monde. je suis d'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu les essais cliniques, où est-ce que ça se place dans le cycle de vie du médicament? Donc tu l'as dit, c'est avant la mise sur le marché, mais où est-ce que c'est Ouais, exactement avant la mise sur le marché? ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui se font en parallèle des essais cliniques? Et Mhm, puis, comment on les suit au quotidien et comment est-ce qu'on les... tout à fait. Alors, on l'a mentionné plus tôt, mais d'abord, il y a bien sûr la recherche fondamentale dans les laboratoires, donc là où les chimistes et les biologistes ils identifient une molécule d'intérêt. Donc, une fois qu'il y a une molécule d'intérêt qui est identifiée, elle va passer dans les phases précliniques, donc tests sur les animaux, etc. Ça dépend bien sûr des molécules, mais ça dure généralement 2-3 ans, je pense. Si tout va bien, si on n'identifie aucun problème de safety, donc de sécurité, de toxicité, c'est à ce moment-là qu'on passe aux essais cliniques. Les essais cliniques, il y a par contre plusieurs phases. Ça peut vraiment durer très très longtemps. Les essais cliniques, on parle de 10 ans de développement quoi, pour une nouvelle molécule. Il y a d'abord la phase 1, donc c'est des essais avec très peu de patients, 10, 15, 20, ça dépend un petit peu de l'aire thérapeutique où du coup on va administrer pour la première fois le médicament aux patients, voir comment ils réagissent. Si tout se passe bien, on passe en phase 2, où il y aura un peu plus de patients. En phase 2, on teste encore la sécurité, la safety, la toxicité, mais on commence un petit peu à collecter des premières données d'efficacité. Et si tout se passe bien, si une fois de plus, il n'y a aucun signal de toxicité, si on voit des premiers résultats d'efficacité, c'est à ce moment-là qu'on passe en phase 3. Donc les phases 3, c'est vraiment des essais à grande échelle qui sont conduits dans plusieurs pays, dans le monde entier. Le but, c'est de recruter le maximum de patients pour collecter le maximum d'informations et de données pour savoir si le médicament est efficace. Si le médicament est efficace, c'est à ce moment-là qu'on va soumettre aux autorités de santé un dossier qui va compiler toutes les données qu'on a récoltées depuis des années et des années. Et c'est les autorités de santé de chaque pays qui vont identifier et décider si le médicament va être commercialisé ou pas. Donc c'est vraiment un processus très long. Et les essais cliniques, là par exemple, moi je travaille sur un essai clinique de phase 3. On espère que c'est la dernière étape avant la mise sur le marché.
Mais même les essais cliniques en tant que tels, ils sont très, très, très réglementés. Avant chaque essai clinique, on a des batteries de documents à créer et à soumettre à chaque autorité de santé de chaque pays dans lequel on veut conduire l'essai clinique. Ils peuvent Mhm. refuser, ils peuvent dire non, nous on veut pas qu'il y ait cet essai clinique chez nous pour XX raisons. Ou ils peuvent accepter et à ce moment-là, on ouvre l'essai clinique dans un dit pays. On recrute des hôpitaux, enfin recruter c'est comme ça qu'on dit, mais Mm. voilà, on engage des sites avec des investigateurs qui vont mener l'étude dans chaque pays, recruter des patients. Et nous, en tant que sponsor, c'est notre rôle de vraiment avoir une vue d'ensemble sur l'essai clinique dans tous les pays, dans tout le monde, de suivre tous les jours les données qui sont récoltées, nous assurer qu'on récolte bien ce qu'il faut récolter, parce que nous, notre but à la fin, c'est évidemment d'avoir des résultats positifs. Ouais, Donc voilà, on fait vraiment tout, on met tout en œuvre pour que ça file dans la bonne direction. ok. Tu as dit que c'était une dizaine d'années pour des Ouais, essais cliniques. Est-ce que tu arriveras à découper ça en phase 1, phase 2, phase 3? Alors, une phase 3, ça dure combien ouais. de temps à peu près? Ouais, après ça dépend beaucoup de chaque aire thérapeutique. Je sais que j'ai travaillé en oncologie avant, maintenant je suis plutôt en cardiologie. En oncologie, ça peut aller un peu plus vite, Ok. mais en moyenne, on va dire que les phases 1, ça peut être très rapide. On peut parler d'une étude qui est ouverte, conduite et close en 1 an. Ah Les oui. phases 2, c'est un peu plus long, je dirais au moins 3 ans, grosso modo. Et les phases 3, ça peut durer très longtemps, hein. Moi, je suis sur une étude qui est ouverte depuis vraiment beaucoup d'années. Mais ouais, ça peut durer facilement 6 ans, 7 ans, quoi. Ok. C'est Ça un... peut durer moins aussi, ça dépend vraiment de la pathologie, parce qu'il y a des pathologies, voilà, maintenant en cardiovasculaire, il y a énormément de traitements de cardio sur le marché, donc on a besoin de récolter énormément, énormément, énormément de données pour prouver une différence avec les traitements déjà existants. Mais pour les maladies rares, par exemple, il n'y a pas tant de patients que ça, il n'y a pas tant de traitements, donc ça peut être raccourci. On peut avoir une phase 3 en 3 4 ans. Ok, d'accord. Ouais, Mm. ça va dépendre aussi de la réponse du corps, enfin de la maladie au traitement. Si ce sont Ouais, des c'est ça. maladies chroniques, ça met plus Ouais. de temps. Ok, d'accord. Et alors moi, ce que je trouve très intéressant là-dedans, on l'avait abordé un petit peu à la fac, c'est le financement des essais cliniques, dans le sens Mm. où pendant ces 10 années, le laboratoire ne gagne pas d'argent. Oui, C'est ça? exactement. C'est un pari sur l'avenir, hein, tout à fait. C'est un pari sur l'avenir. Oui, donc ça explique aussi, par exemple, le coût de certaines thérapies qui sortent, qui ont nécessité des années et des années de recherche. On pense aux thérapies innovantes. Exactement. C'est pour ça qu'en recherche clinique, surtout en phase un peu plus tardive, comme maintenant les phases 3, il y a énormément de collaboration avec le market access. Ouais. Parce que c'est clair qu'aucune industrie pharmaceutique ne va investir des millions et des millions dans des essais cliniques pour qu'à la fin, et on se rende compte que ouais, c'est impossible, on n'arrivera pas à compenser les coûts investis. Bah, j'ai prévu un épisode sur le market access, donc ça va être intéressant de comparer un petit peu, Ouais. de voir l'autre face du miroir. Sur les essais cliniques, donc tu as expliqué un petit peu comment s'articule la recherche clinique dans l'industrie pharmaceutique. Mhm. Il n'y a que l'industrie pharmaceutique qui conduit des essais cliniques ou est-ce qu'il peut y avoir des hôpitaux qui tout seuls vont conduire des essais cliniques? Ouais, il y a certains hôpitaux qui conduisent des essais cliniques. Alors c'est plutôt des essais cliniques, ce qu'on appelle post-commercial, donc c'est-à-dire avec des molécules qui sont déjà sur le marché. Mais souvent, alors les hôpitaux, les académies, ils font des essais cliniques pour des nouvelles indications. Ok, C'est-à-dire ils testent une molécule qui existe déjà pour une indication donnée, mais ils vont le tester sur une autre population pour voir si ça peut être utile pour d'autres pathologies, quoi. ok, d'accord. Intéressant. Dans tout ça, enfin, qu'est-ce que t'aimes dans ton métier? Qu'est-ce que t'adores dans ton métier? Ah, moi, j'aime beaucoup mon métier déjà. Pour rien au monde, j'aimerais en changer. Je trouve que c'est très gratifiant de se dire que potentiellement, on travaille sur quelque chose qui va aider des millions de patients dans le futur. C'est un peu notre rêve à tous dans la recherche clinique de se dire qu'on travaille sur un projet et qu'à la fin, il va arriver au bout du chemin, il va être commercialisé et que ça va bénéficier à plein de patients, quoi.
Ouais, ça va Donc, sauver des vies, ouais, exactement, concrètement. exactement. C'est très gratifiant de se dire que même derrière un ordinateur, sans voir les patients, on peut avoir une grosse différence. Un impact sur leur vie directement. Ok. Exactement. Mm. Et qu'est-ce qui est plus difficile ou plus épuisant dans ton métier au quotidien? Parfois, assister à des réunions auxquelles tu sais pas pourquoi tu es là. Ok, d'accord. Non, ouais, non, franchement, c'est vrai que dans les grandes organisations comme ça, il y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup de départements différents. Il y a beaucoup de réunions auxquelles tu dois assister et parfois tu te dis: «Oh, celle-là, j'aurais pu m'en passer, quoi. Ils n'auraient pas Ouais. forcément eu besoin de moi». Bon, ça, c'est Donc, le mal des ouais, grands groupes, hein. ouais, oui, exact. Non, c'est J'ai pas vu que les essais que, cliniques, ouais. j'ai vu que tu avais bossé en start-up et Oui, maintenant tu es dans un labo beaucoup plus grand. Est-ce que tu vois une exactement. différence dans ton quotidien? Ah ouais, complètement, ça n'a vraiment rien à voir. Donc j'ai bossé en start-up dans une biotech, on était vraiment pas beaucoup, on était une vingtaine. C'est beaucoup moins cadré. Et déjà, les enjeux sont différents parce qu'en général, les startups, les biotech, on travaille avec des molécules en tout début de développement. Le but d'une biotech, c'est de vendre sa molécule à un grand groupe. Ok. Donc, c'est vrai que l'objectif n'est pas forcément le même et ça va de soi, plus t'es une petite équipe, plus chaque poste est varié. Quand tu travailles dans une petite entreprise, tu touches vraiment à tout. Je faisais de la gestion de projet, de la logistique, du Ah scientifique, oui. je faisais même un peu de légal. Donc Ouais, c'est tu deviens un super couteau pour suisse. ouais. Ouais, ah bah c'était le cas c'est le cas de le dire. J'étais un couteau suisse. C'est super bien parce que tu peux vraiment voir qu'est-ce qui te plaît le plus, qu'est-ce qui te plaît moins. Et il n'y a pas trop de process qu'il faut suivre absolument, faire un document comme ci, comme ça. Donc c'est un peu plus libre. Mhm. Mais après, c'est vrai que maintenant que je suis dans un grand groupe, c'est totalement différent. Il y a du pour et du contre, mais les objectifs sont complètement différents et je le ressens dans mon travail. Ok. Ouais. Ok. Bah, c'est hyper intéressant d'avoir eu les deux visions Mm, sur un début de carrière. C'est pas mal pour se positionner. exactement. Selon toi, pour exercer donc le métier de Clinical Trial Scientist, c'est quoi les compétences ou les qualités qu'on n'imagine pas mais qui sont pourtant indispensables au poste? Alors déjà, faut savoir parler anglais parfaitement. Ouais, Donc ça, j'insiste. Après, c'est le cas pour tout dans la recherche clinique, hein, pas forcément clinical trial scientist. parce que tout est international. Ouais, tout est international. Moi, je parle. Bon, déjà, je travaille pas en France, donc forcément, je parle très peu français au travail. Mais mon quotidien, c'est de parler avec des gens aux États-Unis, en Chine, au Japon, en Corée, du monde entier, quoi. Du coup, l'anglais est non négligeable, vraiment. C'est très important. C'est même primordial, enfin, c'est inaccessible si on ne parle pas anglais. Et sinon, plutôt en termes de soft skills, très important d'être organisé parce que la quantité de travail parfois est assez importante, on va dire. Quand tu reçois 100 mails en une heure de plein de médecins dans le monde qui te posent beaucoup de questions, il faut savoir prioriser les tâches. Donc, ouais, soft skill très important d'être organisé, de savoir faire la part des choses et de prioriser les tâches. J'ai vu que tu parlais allemand aussi. Tu l'utilises au quotidien? Oh, pas du tout. Pas du tout. Ok. L'allemand, là, il commence à partir à la poubelle avec les années. Moins je pratique, plus je le perds. Ok. C'est vrai que la Suisse est un cadre très international. Là, je travaille à Bâle. Très franchement, 70% de mes collègues ne sont pas suisses, hein. Ils Ouais. viennent du monde entier. Mes collègues du direct qui sont à Bâle, quoi. D'accord. C'est très Mais international. Mm. donc on peut travailler en Suisse sans savoir parler allemand, Ouais, dans l'industrie pharmaceutique, sans je problème. parle Ok. anglais, c'est suffisant. Ok, d'accord. Beaucoup seront Euh, heureux d'entendre ça, je pense. oui, je pense, parce que l'allemand, c'est pas hyper facile à maîtriser non plus. Tu as des conseils pour quelqu'un qui veut faire un étudiant en pharma, on va dire en troisième année, qui veut travailler dans les essais cliniques, mais qui en sait pas plus sur ce que c'est, sur comment faire, sur par où débuter. Alors déjà, si je peux donner un conseil, ça serait d'essayer d'aller au forum que la fac organise. Souvent, il y a des professionnels dans ces forums avec qui on peut discuter en face-to-face, quoi. En général, les gens sont toujours très heureux de partager leurs expériences.
Moi, la première. Mais s'il n'y a pas de forum, s'il n'y a pas de possibilité de parler en réalité avec quelqu'un, il faut vraiment pas hésiter à joindre les gens sur LinkedIn. Voilà, leur écrire un petit message. Ah, je vois que tu travailles dans les essais cliniques ou dans n'importe quel domaine, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu peux m'en dire plus, quoi? Donc en général, les gens sont toujours très heureux de partager leurs expériences et qui sait, parfois ça peut déboucher même sur un job, un stage, quoi que ce soit, quoi. Donc vraiment ne pas hésiter à aller parler aux gens. Moi, j'ai toujours eu de la chance. Vraiment, Ok. je mets vraiment ça sur le coup de la chance, hein. J'ai toujours eu de la chance, que ce soit en quatrième année ou pour le stage de fin d'études. Je sais que c'est quelque chose qui stresse beaucoup les étudiants. Ça me stressait aussi d'ailleurs de trouver un stage. Pour moi, c'est vrai que les étoiles se sont alignées les 2 fois. J'ai eu 2 très bons stages. Donc c'est la preuve que c'est possible. Entendre ça, de savoir que ça peut bien se passer. Ça peut Et bien se passer. pour passer du stage au premier job, t'avais été recruté facilement, t'avais eu une période un peu longue. Ouais, non, en fait, la boîte où j'avais fait mon stage m'a embauchée en CDI direct. Mm. Ah ouais, ok, bah Ouais. c'est pas courant. Dans Ah, l'industrie ok. pharmaceutique, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés qui ont du mal à se trouver une place, qui sont en alternance ou qui sont stagiaires et qui, quand ils sortent, ont Mm. plus de mal à se trouver une place. Bah, c'est vrai que malheureusement, je dirais que le gros défaut de l'industrie pharmaceutique, c'est que c'est très compétitif. Ouais. Ouais. Et Mais ça peut bien se passer aussi. Je suis la preuve vivante que ça peut très bien se passer. Donc, il faut pas désespérer. Il faut garder espoir et pas partir défaitiste. ok. Mais alors, c'est très compétitif, mais est-ce que quand tu es pharmacien, tu as une longueur d'avance? Ou est-ce qu'être un médecin sera... Ça dépend des postes. Alors, moi, maintenant, j'ai pas forcément un poste où c'est nécessaire d'être pharmacien. Ouais. C'est privilégié. Mhm. Mais tu peux être pharmacien ou docteur en sciences. Ok. Mais c'est vrai que quand tu discutes un petit peu avec les gens, avec les leads, donc les clinical leads, les pharmaciens ont... Bah, les gens aiment bien embaucher des pharmaciens, quoi, puisqu'on a la rigueur, on a la méthodologie, on est très adaptable, on connaît toutes les aires thérapeutiques. Enfin, je veux dire, notre mise en route est rapide, quoi. On va dire Oui. ça comme ça. Mm. Oui. Bah, le pharmacien, comme il a l'interface de plusieurs métiers, je Ouais, pense qu'il s'adapte plus facilement ouais, au s'adapte, travail qu'on lui ouais. propose. C'est le retour qu'ils font tous, hein, dans l'industrie, que les pharmaciens, on a une capacité d'adaptation qui est très rapide et supérieure à la moyenne, quoi. Donc c'est vrai Ok. que moi, il y a beaucoup de pharmaciens autour de moi dans mon travail. Je Tes pense qu'on collègues est là. directs? Ouais, mes collègues directs, il n'y a pas que des pharmaciens, mes collègues directs, j'ai aussi 2 docteurs en sciences. Ouais, docteur. Bah, de toute façon, c'est soit pharmacien, soit docteur en sciences. Il y a Ok. pas d'autres On peut pas accéder possibilités. avec juste un master. Je pense que c'est pas impossible, mais que c'est très difficile. C'est Très vraiment très difficile. difficile. Ouais. Ok. Euh, toi, donc, t'es thésée, t'avais fait ta thèse sur un sujet clinique? Ouais. Ouais, mais après, c'était pas forcément nécessaire. Moi, dans la vie professionnelle, on m'a jamais rien demandé vis-à-vis de ma thèse ou quoi que ce soit. Mais effectivement, j'avais fait un sujet sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les essais cliniques. Et est-ce que tu vois une évolution de ton métier dans les 10 prochaines années, on va dire, avec, je sais pas moi, le vieillissement de la population, des nouvelles technologies, un focus sur les thérapies innovantes, ou je sais pas. Ouais, bien sûr. Après, il y a toujours des tendances dans les essais cliniques sur les designs des études. Mais dans l'ensemble, je vois pas trop qu'est-ce qui pourrait changer d'ici 10 ans. À part peut-être que le but ultime, c'est de raccourcir au maximum la durée des essais cliniques. C'est ce que toutes les entreprises pharmaceutiques cherchent à faire, de Mhm. vraiment réduire le temps et les coûts. Ça retarde la mise sur le marché de médicaments potentiellement importants pour les gens, Ouais. pour la population. Donc ouais, je pense que peut-être dans les 10 prochaines années, il va y avoir des investissements un peu plus de masse et beaucoup de réflexion autour du sujet, bah, comment on peut faire mieux et plus rapide. Ok. Le fait que ce soit découpé en phase 1, phase 2, phase 3 et que ça prenne autant de temps, ce sont les autorités de santé qui le demandent. Ouais, oui, oui, c'est vraiment. En fait, on a des guidelines et il faut qu'on suive ces guidelines. Et c'est un comité international qui fixe ces guidelines en prenant les retours des différentes autorités de santé et des professionnels du domaine, quoi.
Ok. Ça changera pas. Pour le coup, on restera toujours sur phase 1, phase 2, phase 3. Et tu sais s'il y a 10 ans, c'était la même chose? Ouais, 10 ans, ouais, ça n'a ouais. pas bougé. Non, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Ok. Le process est toujours le même. Après, bien sûr, on intègre au fur et à mesure les progrès. Bien sûr, il y a 30 ans, il n'y avait pas les ordinateurs, donc tout se faisait sur papier. Donc oui, au fur et à mesure, bah voilà, maintenant il y a la technologie, il y a le numérique, il y a Internet. Donc oui, les process, on va dire, la façon dont on travaille a changé, mais les fondamentaux de la recherche clinique sont toujours les mêmes. Phase 1, phase 2, phase 3, il faut recruter des patients, on attend les résultats, on analyse les résultats et on avise en fonction des résultats. Ça n'a pas changé. C'est assez rare, je pense que les domaines de l'industrie pharma n'ont pas du tout été impactés par des nouvelles technologies ou par des courants. Après, je dirais pas qu'on n'a pas été impacté, c'est juste qu'on a changé notre façon de faire. Ouais, Donc voilà, il y a 15 ans en arrière, toute la collection de données se faisait sur des papiers et après il y avait des moniteurs qui allaient chercher les papiers à l'hôpital et qui les ramenaient et on analysait le papier. Maintenant c'est différent, les médecins ils entrent les données dans un système de données sur leur ordinateur et que nous on a accès en données réelles. oui, ce que je Voilà, veux dire, c'est que ça change la matière, mais ça change pas le fond. ouais non ça C'est-à-dire change pas qu'on le a fond, c'est toujours vrai. des humains qui vont analyser les données. C'est très conservateur comme Oui, parce que domaine. c'est très réglementé C'est et qu'il y a très beaucoup de réglementé, c'est sécurité. extrêmement réglementé. Je pense que tu m'as demandé s'il y a quelque chose que j'aimais pas trop dans mon travail. J'avais pas pensé à ça, mais ouais, peut-être la surréglementation presque. Parfois c'est très, enfin, faut faire attention à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on dit, pourquoi on le dit. On peut pas parler, on peut pas écrire n'importe quoi qui nous passe par la tête. Il faut vraiment faire très très attention à tout quoi. Et c'est très bien Mhm. parce que c'est pour le bien des patients. Mais c'est vrai que parfois au quotidien, ça amène beaucoup de réflexion, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais aimé savoir avant de faire ce métier? Bah, j'aurais aimé tout savoir en fait, hein. On Ok. disait au début du podcast qu'il y a très peu de visibilité à la fac de pharma sur à quoi ça ressemble les métiers dans l'industrie. Bah, moi j'aurais voulu justement qu'il y ait plus de visibilité sur ça, qu'on explique vraiment qu'est-ce qu'on va faire en fait plus tard dans l'industrie, à quoi ça va ressembler. Ok. T'as eu l'occasion quand même, j'ai vu, t'as fait ton stage hospitalier dans des plus ou moins des essais cliniques. Ouais, je l'ai fait au centre d'investigation clinique à Haute-Pierre. Donc c'est vraiment une unité à part à Haute-Pierre qui font vraiment que des essais cliniques. Ok. Donc Donc t'as travaillé avec tes interlocuteurs actuels. exactement, exactement. Donc j'ai travaillé de l'autre côté. Donc c'est très intéressant, très enrichissant. Parce que mine de rien, même si c'est pas des stages très très longs, c'était 3 mois et 3 mois. Donc j'ai fait 3 mois au centre d'investigation clinique et 3 mois à la pharmacie des essais cliniques. Pour moi, ça a été, enfin, je suis très contente d'avoir vu l'autre côté, hein, parce que maintenant, en étant du côté du sponsor, parfois je comprends les galères que Mhm. les médecins ou que les équipes sur place peuvent rencontrer et bah, je comprends et je peux les aider mieux, quoi. Ok. Et c'est quoi le rôle du pharmacien là-dedans? Parce que tu parles beaucoup des médecins qui sont de l'autre côté. Et Ouais, donc visiblement il y a des pharmaciens aussi. ouais. Il y a le pharmacien des essais cliniques. Donc, il y en a. Alors, je pense que bien sûr, ça dépend des structures, mais je crois qu'à Haute-Pierre, il y en a. Alors, il y a un pharmacien, donc déjà diplômé, et il y a un interne, je crois. Donc, un interne, donc qui fait l'internat, quoi, un pharmacien qui fait l'internat. Et son rôle à lui, c'est, voilà, une fois qu'il y a un essai clinique qui va être implémenté dans l'hôpital, c'est de s'assurer que le circuit du médicament en interne euh, va être respecté, que tout va bien se passer. Il va faire la délivrance aussi aux patients. Mhm. Ok. Donc, Oui, parce que c'est des médicaments qui ouais, sont pas encore mis sur le marché, donc ils peuvent pas fuiter, exactement. ils peuvent Donc pas. vraiment, ouais, son rôle, c'est vraiment de s'assurer de l'intégrité du médicament à l'hôpital. D'accord. Et donc tu avais dit que tu avais fait la pharmacie clinique Mm. et tu avais fait l'investigation clinique, c'est Ouais, ça? ouais, le C'est CIC, quoi la ouais. différence entre les deux? La pharmacie des essais cliniques, c'est vraiment une entité à part dans la pharmacie générale de l'hôpital. Donc il y a la pharmacie de l'hôpital et il y a plusieurs pharmaciens qui travaillent dans la pharmacie de l'hôpital et il y en a un qui est dédié vraiment juste aux essais cliniques. Ok, c'est le stock?
en gros? Ouais, il y a le stock, il y a une chambre froide ou pas froide, ça dépend des médicaments, où ils gardent tous les traitements pour les essais cliniques, ouais. Parce que c'est Ok, des régulations spéciales, forcément, on demande des courbes de température pour s'assurer qu'il y a oui, aucune déviation ni quoi que ce soit. C'est un suivi beaucoup plus, je pense, ok. Et il peut y avoir de la préparation quoique. Alors là, je sais pas, je t'avoue, je pense qu'en dans le genre de oncologie, la... c'est possible, ouais. Ouais, En ok. oncologie, à mon avis, il y a de la restitution, au moins de la reconstitution, pardon. Reconstitution, ouais. Euh, mais pas pour la majorité des traitements. Ok. Donc pharmacie clinique, et en face, tu faisais les investigations cliniques. Ouais. Là-dedans, c'est Donc quoi là, le c'est rôle du pharmacien? ouais. Après, au CIC, donc au Centre d'investigation clinique, je me souviens. Ah, si, il y avait un pharmacien, j'ai dit des bêtises. Ben, c'était un chef de projet, en fait. Donc, il y a un chef Ok, de projet pharmacien au Centre d'investigation clinique. Son rôle, c'est de s'assurer que les essais cliniques sont bien conduits dans le centre, en fait. De s'assurer que la relation aussi entre les sponsors et les équipes sur place se fasse bien. S'assurer que la relation avec la pharmacie se passe bien et que le circuit soit bien respecté, que les données soient bien collectées. Donc ouais, c'est vraiment un chef de projet en fait, le pharmacien au centre d'investigation la clinique. relation pharmacien-médecin, alors c'est toujours un grand sujet. Est-ce que durant ton stage à l'hôpital, comment ça se passait? Et est-ce que aujourd'hui, maintenant que tu as un statut différent et que tu es quand même le pharmacien en face des médecins, comment ça se passe? Là, maintenant, dans les cliniques, je trouve qu'il n'y a pas trop de hiérarchie. Ok, Les interactions se font vraiment très naturellement. Les médecins qui sont à l'hôpital, ils savent très bien que, enfin, eux, ils ont potentiellement plein d'études et ils sont très occupés. Ils n'ont pas que cette étude en particulier à s'occuper. Donc, ils sont très heureux d'avoir un point de contact qui est expert de son étude. Ils remettent mhm. pas du tout en question le statut d'un tel ou d'un tel. Et c'est très Ouais, bien, c'est très bien. Ouais, la collaboration se fait vraiment super bien, très franchement. chacun peut apporter du coup ce Oui, qu'il a, oui, parce que le exactement. pharmacien va être expert en qualité aussi, tout ce qui est sécurité, qualité, Ouais, exactement. process. Et ouais, process et non, tout le monde sait que chacun a son rôle à jouer dans ce monde. J'ai jamais rencontré de problème pour l'instant. Ok, d'accord, bah super. Alors, je regarde un petit peu les questions qui me restent. Tu as travaillé en officine pendant tes études. Ouais. Tu as su rapidement que tu voulais pas faire officine? Ouais, moi j'ai su de toute façon déjà dès que je suis rentrée en pharma, je savais que je voulais pas travailler en officine. Non pas que ça me déplaisait complètement, mais c'est juste que c'était pas mon attrait principal. Comme j'ai dit, j'adore la recherche, j'adore l'innovation, j'adore parler avec plein de gens à l'international, j'adore voyager aussi puisque je voyage un peu dans mon travail. Donc ouais, c'était pas mon attrait principal l'officine. Ok. Et qu'est-ce que tu as retenu de tes années officine? Est-ce que tu conseillerais à un étudiant en pharma de faire officine en parallèle, enfin de travailler en officine en parallèle de ses études? Ouais, franchement, moi j'ai aucun regret d'avoir travaillé en officine. C'est vraiment cool, même si tu es déjà plus ou moins sûr de ce que tu veux faire, de voir tous les aspects. Et surtout que une carrière d'un pharmacien n'est jamais définie. Donc, même si mon intention aujourd'hui c'est de rester en industrie, ça ne veut pas dire que je retournerai jamais en officine. Qui sait, peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, j'en aurai marre et je voudrais retourner en officine. Et je suis contente du coup de l'avoir déjà vu parce que je Ouais, sais à quoi m'attendre, je sais ce que c'est. ouais, c'est la grande liberté du métier de pharmacien, ça, de Ah pouvoir ouais, switcher ouais, c'est un luxe d'un énorme, hein. poste, d'un poste à l'autre complètement différent. Ils disent toujours, ouais, mais quand je t'entends parler, t'es pas du tout stressé sur ton avenir, toi. Tu sais que si t'as pas plus de travail un jour dans l'industrie, bah tu retournes en officine, quoi. Alors Ouais, je on dis, a ouais, toujours. on a l'esprit tranquille, on va dire, parce que on a toutes les cordes à notre arc. C'est un luxe exceptionnel. Ouais, ok. T'as un double diplôme, non? T'as fait un master Ouais, j'ai fait en un même. master à la fac aussi de Strasbourg parce que quand tu choisis le parcours industrie-recherche, tu choisis un master qui est avec, quoi. Il y avait à l'époque une section sans master. Il me semble que maintenant Ah, il y a un master ouais, qui existe, qui est c'est vrai. basique, on va dire. Ok, ça a changé, Et hein. toi, ouais, ouais. Et t'avais fait quoi comme master? Moi, j'avais fait le master pharmacologie et toxicologie avec Ok, Madame Ponce. Mm. ok. T'avais pas cherché à faire un master spécialisé essais cliniques ou... J'y ai pensé,
J'y ai pensé très franchement. J'ai pris le parti de ne pas partir de Strasbourg. Ok. Euh, j'ai pas forcément de regrets. À refaire, je le referai comme ça. Parce que même si je ne fais pas énormément de pharmaco ni de toxico dans mon métier actuel, le master m'a quand même apporté quelque chose qui est la lecture et l'interprétation des publications scientifiques plus en Ouais. profondeur. Et c'est vrai que ça, par contre, dans mon métier de tous les jours, je m'en sers énormément. Je fais énormément de veille scientifique pour m'assurer que je suis à jour dans mon aire thérapeutique, que être au courant des nouveautés, etc. Citer des publications aussi quand je parle aux médecins ou quand je suis en conférence ou quand je présente des choses. Donc, ouais, franchement, aucun regret sur mon choix d'être resté à Strasbourg et de ne pas avoir pris un master spécifique en recherche clinique. Parce que Ok. je pense que très franchement, en recherche clinique, que ce soit vraiment les process des essais cliniques, t'apprends sur le tas. Ok. T'apprends sur le tas quand tu rentres dans ce monde et que tu prends ton poste. Après, tu dis t'apprends sur le tas, mais t'avais déjà fait donc l'hôpital dans l'essai clinique, Ouais, t'avais fait l'UE, j'avais les fondations. J'avais les voilà. fondations. C'est vrai que je suis pas arrivée dans ce monde en ne sachant pas du tout comment ça fonctionne, quels sont les enjeux, etc. J'avais les fondations. J'avais pas fait enfin pardon, de master vraiment spécifique sur 2 ans où on faisait vraiment, on mangeait des essais cliniques pendant 2 ans. Ça, j'ai pas fait. Mais c'est vrai que j'avais les fondations. Ça, et avec les stages aussi, j'avais les fondations. Non, pas du tout. Non, du tout. Ok. Non, non, Parce ouais, que j'ai non, pour le l'impression coup, que non. pour l'essai clinique, c'est assez valorisé. Mais je dis ça parce que tu as un très beau début de carrière. Mm, Enfin, je trouve de manière très ouais. subjective, mais pour l'essai clinique. Et est-ce que tu t'étais renseigné sur les masters qui existent en France dans l'essai clinique ou pas du tout? Ouais, T'avais même pas regardé? non, je m'étais un petit peu renseignée quand même. Je m'étais un petit peu renseignée, mais c'était un choix totalement orienté à cause de ma vie personnelle, hein, que j'ai choisi de rester à Strasbourg. Mais effectivement, je m'étais renseignée. Il y a des choses, je pense, très intéressantes. Peut-être que si mon contexte de vie personnelle avait été différent, j'y serais allée. Ok. Et Je tu pense qu'il y a sais des dans bonnes choses. quel... De mémoire, il y en a un à Caen, il y en a un à Paris et il y en a un à Montpellier. En tout cas, Ok. il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, ça a pollué, je sais pas, je t'avoue que je suis pas au courant. Mais Ok. à l'époque, c'était ça, ouais. Je souhaite rester dans les essais cliniques. Après, s'il y a une autre opportunité qui se présenterait à moi, je suis jamais fermée à rien. Il faut toujours être à l'écoute des opportunités. Complètement épanouie, j'adore ce que je fais. Et pour l'instant, je ne cherche pas du tout à en changer. Ok. Et ce serait quoi l'évolution de ton poste? Tu peux passer lead, c'est ça? Ouais, je peux passer lead. Après, bien sûr, dans l'industrie pharmaceutique, j'ai envie de dire, il y a sky is the limit, quoi. Tu peux monter autant que tu veux, tant que tu veux monter. Avec l'expérience, etc., les opportunités s'offrent à toi de monter l'échelle, d'aller de plus en plus haut et après de finir sur des postes de management. Ouais. Vraiment très haut placé, comme je disais, sky is the limit. Et lead, juste pour qu'on comprenne, c'est quoi par rapport à un clinical trial scientist? Après, forcément, chaque entreprise a ses étiquettes. Moi, chez nous, par exemple, moi, je suis scientist et il y a le lead et après, il y a le project lead. Voilà. Mais chaque Ok. entreprise peut avoir des niveaux différents qui ont des intitulés différents, par exemple. Mais donc maintenant, si on parle du lead, donc vraiment du niveau après le mien, c'est vraiment la personne qui est responsable de toute l'équipe scientifique. Ok. Donc, il est Faut... responsable de toute la partie scientifique. Enfin, vraiment, c'est le boss, quoi. C'est le boss scientifique. C'est lui qui représente l'étude et le produit devant le monde entier, on va dire. Ouais, ok. Ouais, Pour le laboratoire, il a en main la molécule et c'est lui exactement. qui... Exactement. Il assiste aussi aux décisions stratégiques. Et enfin, moi, par exemple,
je n'ai aucun mot, enfin, je ne participe pas aux décisions stratégiques vis-à-vis de l'entreprise, etc. Mon travail, c'est vraiment purement scientifique. Ouais, je La n'ai relation au médecin. exactement, c'est la relation, c'est le travail, c'est le travail quotidien, quoi. Mais je n'ai aucune discussion avec le CEO, etc. pour voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles décisions il faut prendre par rapport à la trajectoire du projet, etc., etc. Non, ça je fais pas. Ouais, Du coup, exactement. Des postes avec plus du management. stratégiques avec du management et des discussions avec les CEO et les COO et tout ce qui commence par un C. Ok. Donc, il y a des vraies opportunités de carrière Ouais. dans les essais Ouais, cliniques. les opportunités de carrière sont infinies, même, je pense, je dirais, tant que tu veux monter, tu monteras. J'avais une question par rapport à, j'avais à l'époque des entreprises qui font que des essais cliniques, mais qui possèdent pas les molécules. Oui, Ça s'articule c'est comment? c'est les CRO. Ouais, j'ai fait mon stage de quatrième année en CRO. Donc ça, pour expliquer leur place. Alors, ils ont une place très, très, très importante dans le monde des essais cliniques. On a déjà beaucoup parlé du sponsor, on a déjà beaucoup parlé des investigateurs, mais au milieu de ces deux entités, il y a les CRO. Donc, c'est des entreprises. Alors, j'aime pas utiliser ce mot parce que ça paraît péjoratif, mais c'est des sous-traitants. Donc, Ok. c'est-à-dire que nous, en interne, en tant que sponsor, on n'a pas toutes les capacités internes pour mener une étude forcément dans le monde entier. Voilà, on n'a pas des gens forcément dans tous les pays du monde. Et du Mm. coup, on engage des CRO pour mener l'étude dans tel et tel pays à notre place. On ne le fait pas forcément dans tous les pays. Tu peux, enfin, moi, je sais que nous, on a des pays qu'on manage complètement en interne, où on n'a aucune CRO, mais on a des pays, surtout les pays, voilà, un petit peu émergents, la Chine, l'Inde, etc., où on a besoin de support local, qui comprennent les enjeux locaux, etc., et qui pourront nous aider et mener l'étude pour nous. Donc vraiment acteur très 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 important de la recherche clinique parce que sans les CRO, on ne pourrait pas en faire autant. Ok. D'accord. Qui vous font le lien avec Ouais, l'hôpital. D'accord. Et toi, ça pourrait t'intéresser comme de travailler un jour dans un CRO ou c'est pas ouais. forcément. Moi, du coup, j'ai déjà travaillé dans une très grande CRO. Enfin, c'était mon premier stage en industrie. Très, très enrichissant. J'ai appris énormément. Je peux que recommander aux personnes qui recherchent un stage de aussi chercher en CRO Ok. parce que tu apprends beaucoup. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis chez le sponsor et j'aime beaucoup être chez le sponsor. Est-ce que je retournerai un jour en CRO? Je sais pas. Pour l'instant, c'est pas forcément ce que je recherche. Mm. Mais comme j'ai dit, quand tu travailles en industrie, tu es toujours à l'écoute d'opportunités. Et si un jour une opportunité exceptionnelle s'offre à moi en CRO, pourquoi pas? C'est Oui, génial. oui, oui. Après, comme j'ai dit, on n'est pas que des pharmaciens, mais Alors, on va bientôt conclure. On a fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a des livres, des ressources, des newsletters ou des pratiques que tu pourrais recommander à des étudiants en pharma? ouais, alors ça, pas vraiment. Je t'avoue que je suis pas trop un rat de bouquins moi-même. Je lis pas beaucoup. J'ai pas lu énormément même de ressources quand j'étais à la fac. Mais une fois de plus, ce que je recommande le plus pour vraiment comprendre le métier ou si les gens ont des questions très précises, c'est de directement aller parler aux gens. Les professionnels du domaine sont la meilleure source d'informations qu'on peut trouver. Forum, Ou- LinkedIn, spontané, vraiment, c'est ce que Ok. je Toi, recommande le plus parce que toi, t'es contacté un peu sur LinkedIn ou pas? ouais, je suis régulièrement contactée sur LinkedIn par des étudiants. Certains recherchent des stages, certains veulent juste en apprendre un petit peu plus et c'est avec plaisir que je réponds toujours. Je réponds toujours parce que je sais à quel point c'est difficile de comprendre ce genre de métier quand on est à la fac avec De se projeter, ouais. ouais, c'est très difficile de se projeter. J'ai été là, on a tous été là, je pense. Donc c'est vraiment toujours avec plaisir que je réponds aux étudiants. Bah super, merci beaucoup Noémie. Est-ce que avant de conclure, est-ce qu'il y a des choses que tu pensais qu'on allait aborder qu'on n'a pas abordé? Des angles morts sur les essais cliniques? Attends, laisse-moi réfléchir. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées qui sont importantes? On a parlé des Hmm, CRO, on a parlé du lien médecin-pharmacien, on a parlé de l'hôpital. Bah, non, ça peut être... je pense qu'on a pas Non? mal déjà couvert un petit peu tout. Ok, bah c'est parfait. Ça veut Ouais, dire que mes questions ont
ont bien couvert le panorama de ton métier, donc je suis assez Ouais, contente. j'essaie vraiment de réfléchir s'il y avait vraiment une zone d'ombre qu'on n'a vraiment pas abordée. Tu... Du coup, je disais, merci Marie à toi de m'avoir invitée sur ce podcast. Je suis très contente d'avoir participé et merci aussi pour ce que tu fais pour tous les étudiants. J'aurais bien aimé avoir ce genre d'épisode quand j'étais à la fac. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Pharmacie la famille. Un grand merci à Noémie pour sa franchise et pour avoir partagé tout ça sans filtre. Si cet épisode t'a parlé, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est d'en parler autour de toi. À un pote de promo, à un camarade de stage, à quelqu'un qui doute de son avenir en pharmacie. Ce podcast existe pour eux aussi. Et si tu veux nous aider à exister, laisse-nous 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Ça prend 10 secondes et ça change vraiment tout pour un podcast qui démarre. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi à la newsletter. J'ai gardé 2 passages que j'ai coupés au montage et que tu entendras nulle part ailleurs. On y parlera intelligence artificielle dans les essais cliniques, petites molécules classiques versus thérapie innovante, et la question qui brûle toutes les lèvres, son salaire. Abonne-toi pour ne pas rater le prochain épisode. Et si tu as toi-même un parcours particulier et que tu veux passer dans le podcast, glisse-moi un message. À très vite dans Pharmacie la famille.